Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19 il y a 3 ans, le gouvernement et le peuple chinois ont mené une lutte en commun. Maintenant que la dangerosité du virus a diminué, la Chine ajuste sa politique de manière opportune. Avec la publication et la mise en œuvre de 10 nouvelles mesures, la lutte de la Chine contre l'épidémie est entrée dans une nouvelle phase. Alors, quelles sont les grandes étapes qui ont marqué la lutte anti-épidémique de la Chine et quels sont les résultats obtenus? Sur quelles données se basent les politiques d'ajustement actuelles? Aujourd'hui, nous en parlons par liaison vidéo avec Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, et Carole Gabet, présidente et fondatrice de Solidarité Covid français de Chine, qui vont nous présenter leurs observations et leurs analyses. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Et ma première question est pour Monsieur Wang. En fait, la Chine est entrée dans sa troisième année de lutte contre la Covid. Pourriez-vous nous résumer le combat mené par la Chine durant ces 3 années? Oui, effectivement, donc cela fait déjà 3 ans que nous combattons le virus Covid-19. Mhm. Il y a plusieurs étapes que nous avons vécues également, les évolutions des différentes méthodes de lutte contre le virus. Et maintenant, nous sortons progressivement de ces impacts, de ces influences. Donc, grosso modo, nous pouvons distinguer trois phases. Donc, la première phase, c'est la première période de on dirait, la bataille de lutte contre le Covid en début 2020. Donc, c'est un moment où nous connaissons pratiquement rien sur ce nouveau coronavirus et nous avons utilisé beaucoup de moyens donc, de différentes provinces de Chine pour aider la ville de Wuhan et la province du Hubei de vaincre ce virus. Donc, cette bataille a remporté du succès. C'est la première période, je dirais, mais le virus continue à évoluer. En 2021, nous avons également dû affronter un nouveau variant qui s'appelle Delta. Donc, nous avons encore lancé des campagnes de lutter contre ce nouveau variant qui s'est propagé déjà dans une vingtaine de provinces en Chine. Donc, c'est à ce moment-là que la Chine a utilisé les tests massifs et les confinements de façon plus importante. Et cette année 2022, nous avons donc réussi à repousser un nouveau variant Omicron pendant une période. Et finalement, maintenant, vers la fin de l'année, la Chine commence à adopter de nouvelles mesures, comme vous l'avez évoqué au début, pour sortir progressivement de cette campagne de lutte contre le Covid. Mhm. En fait, la Chine compte une population de 1,4 milliard d'habitants. Comment est-elle parvenue à maintenir le nombre de décès liés au Covid à un niveau si bas, tandis que la pandémie a causé la mort de 6 millions de personnes à travers le monde? Donc, pour le début de cette pandémie, je dirais que, comme tout à l'heure on avait mentionné, il y a plusieurs variantes de ce virus, et le premier virus était toxique et très virulent, très pathogène, ce qui a conduit en fait aux paniques au début dans la ville de Wuhan et à un taux de mortalité relativement élevé en Chine, et cela a suscité tout de suite l'attention du gouvernement central qui a prêté une main forte à recourir à la population de la ville de Wuhan et de la province du Hubei. Et c'est à ce moment-là que la Chine a obtenu certaines expériences, et notamment ces pratiques de confinement et construction des hôpitaux provisoires pour empêcher la propagation de ces virus, comme on emploie le terme de casser la chaîne de propagation en Chine. Et cela est devenu une expérience qu'on a encore adaptée par la suite des 2 années suivantes pour lutter contre ce virus. Et c'est grâce à ces expériences que nous avons su faire baisser de manière considérable le taux de mortalité des patients de Covid-19. Mhm.
Et Madame, vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Solidarité Covid français de Chine. Pour commencer, ma première question pour vous, c'est que pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à créer cette association et nous résumer le travail effectué et les résultats obtenus par Solidarité Covid depuis sa création? Oui, donc en fait, moi j'habite en Chine depuis 2013 et au tout début de la pandémie, il y a eu une initiative de l'Union des Français de l'étranger de Shanghai qui a cherché à rassurer et collecter des informations pour informer la communauté française de Chine sur ce qui se passait à Wuhan et dans le reste de la Chine. Moi, j'ai un background analytique, puisque je suis diplômée de grande école de commerce et une carrière dans les études de marché. Donc, dès les tout premiers jours, j'ai proposé de faire une segmentation des nouveaux cas entre Wuhan, le reste du Roubaix et le reste de la Chine, surtout cet agrégat du reste de la Chine. Et ce qui a eu beaucoup de succès, parce que ça a permis de voir que l'effet du confinement de Wuhan très rapidement sur le reste de la Chine. On a eu beaucoup de followers à ce moment-là. C'est une initiative complètement bénévole et ça le reste à cette date. Après, il y a eu, comme le disait M. Toon, beaucoup de plusieurs phases. Et donc, quand la pandémie est devenue mondiale, euh, il y avait quand même un intérêt de continuer à suivre ce qui passait en Chine, d'autant plus qu'il y avait la fermeture des frontières qui affectait énormément les communautés expatriées. Et donc, et avec des écoles qui ont fermé pendant très longtemps, donc on a continué ce suivi. Et j'ai apporté mon savoir-faire analytique pour tirer des analyses inédites à partir des données officielles publiées le gouvernement chinois dans les différentes provinces et constituer des jeux de données. C'est vrai que la pandémie et la zéro Covid a eu un impact énorme sur nos communautés expatriées. On a tendance à n'en voir que les mauvais côtés, mais il y a eu aussi des bons côtés. Et donc, il y avait ce côté émotionnel qui submergeait tout le monde. Et donc, le fait d'avoir des analyses inédites et riches, parce que du fait de la structuration de ces bases de données, euh, permettait de prendre un peu plus de recul par rapport aux faits. Donc c'est pour ça que on a continué ce projet que j'ai nommé par la suite Solidarité Covid français de Chine. Et je suis fière de porter ce projet avec un jeu de données exclusif, non gouvernemental exclusif, je dirais, qui permet d'éclairer d'éclairer la communauté expatriée ou il y a des Chinois qui nous suivent et pour la science pour la connaissance dans le monde. Donc, mon objectif maintenant, c'est de pouvoir partager ce jeu de données avec des scientifiques qui puissent m'aider aussi disons, à le perfectionner. Donc, on continue le projet pour comprendre ce qui se passe. Alors, quel regard portez-vous sur la politique de lutte contre le Covid menée par la Chine? Alors, il faut savoir que nous, on ne prend pas position. Hein, on reste complètement factuel et c'est ce que les gens apprécient. J'écris assez régulièrement des articles dans le petit journal et, et donc les gens apprécient, ils me le disent, que les articles soient très documentés, très riches en analyses totalement inédites sur les cas importés, les suspensions de vol, le clustering les clusters reconstitués. Donc, il y a plein de choses qui sont assez inédites dans ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Mhm. Et du fait de la richesse de nos bases de données et de la façon dont on les a structurées. Et
et complémenter donc les données qui sortaient sur les applis des informations qu'on trouve dans les bulletins des provinces. Donc voilà, donc nous, on a une approche totalement factuelle et objective de ce qui se passe et ça permet de donner des clés d'explication à, euh, à comprendre le phénomène. Donc moi, j'ai envie de dire comprendre la zéro Covid, c'est aussi mieux comprendre la Chine, puisque derrière la zéro Covid, il y a une culture, un attachement très très important à la génération âgée, qui a un rôle important dans l'économie, qui s'occupe des enfants. Qui a un poids très important dans la démographie, puisqu'il y a eu une progression de 45% des plus de 65 ans, des plus de 60 ans entre les deux recensements de 2010 et 2020. Donc, les gens qui suivent notre travail sont en majorité des étrangers et donc ça fait partie des catégories sociales qui sont le plus impactées par la zéro Covid, puisqu'on ne peut pas voyager, le business est très difficile à faire à l'intérieur. Par contre, ils appréciaient énormément notre travail parce que ça permettait de mieux comprendre les choses et de mieux analyser et comprendre les choses. Donc, moi, je ne prends pas position là-dessus, mais je comprends, les dilemmes qui se sont posés et je comprends les décisions qui ont été prises en plusieurs étapes. Euh, et donc, c'est assez radical, hein, la dernière décision. Pour moi, le 7 décembre est très différent du 11 novembre. Le 11 novembre, c'était un ajustement et le 7 décembre, c'est un changement de cap complet. Mais il s'explique par le fait que la position n'était plus tenable avec les rebonds multiples, le nombre de cas très importants liés à la forte contagiosité des variants, la multiplication des variants, la multiplication des clusters qu'on a pu avoir. Hein, il y a un an, on avait un gros cluster par mois. Là, on en a eu à partir du mois de juin, on avait 2, et puis 3, et puis, et puis voilà, et puis ça a été absolument partout. Donc, c'était plus tenable comme ça. Et en même temps, il y a eu une progression de la vaccination des seniors qui a été tardive, mais qui est passée de 20% pour les plus de 80 ans en 3 doses à 46,4 donc 20% en mars à 46,4. Donc c'est une progression considérable. En même temps, il y a eu un plan qui a été dévoilé récemment d'équipement de réanimation, puisqu'on est passé de 3,6 lits pour 100 000 habitants au niveau national à 10 pour 100 000 habitants. Donc il y avait un plan de sortie qui n'a été révélé que maintenant, mais voilà, il y avait un plan de sortie. Donc maintenant, c'est voilà, donc tout ça, ça se comprend. Ça se comprend à la lumière des faits, des chiffres, comme je vous le dis. J'ai beaucoup de chiffres en tête parce que je les scrute quotidiennement. Mhm. Et Monsieur Wang, l'épidémie de Covid a eu un impact énorme sur l'économie mondiale. Pourtant, en 2020, parmi les principales économies mondiales, la Chine est le seul pays à conserver une croissance économique positive malgré le Covid. Alors, pourriez-vous nous analyser les mesures de politique macroéconomique adoptées par la Chine au cours des 3 dernières années, ainsi que les réalisations obtenues en matière de développement économique? Oui, effectivement, en fait, la Chine s'en est plutôt bien sortie en 2020 par rapport aux autres pays. C'est justement parce que on a pris des décisions au niveau national très tôt, très en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte que cette pandémie n'est pas comme les autres, a une grande contagiosité. Et donc, le gouvernement central a pris des mains fortes pour soutenir la province infectée et d'arrêter le fléau, de continuer à travers la Chine. Donc, c'est pour cela qu'on a pu rétablir progressivement la production à partir fin de mois de mars, début avril, à travers la Chine. Donc, cela a un impact beaucoup moindre par rapport aux autres pays qui commencent à découvrir l'impact de virus à partir de fin mars et début avril.
et donc qui a conduit à un confinement plus tardif. Donc, le deuxième trimestre a été plus influencé à l'étranger qu'en Chine. Et donc, je pense que cette réaction très rapide de toute la Chine a sauvé en quelque sorte l'économie de première année. Et je pense que la Chine a continué à exporter énormément vers le monde et on a constaté une croissance en termes d'exportation en Chine, ce qui atteint donc 6 000 milliards de dollars en 2021, qui représente 13,5% au niveau mondial. Donc ce chiffre permet à la Chine de rester le premier pays exportateur du monde. Donc cela a donc permis de stabiliser son économie. Donc, en termes de politique générale, donc nous pouvons parler de politique économique, mais surtout cette politique de santé publique qui a plus d'effets sur le bon donc de garantir que l'économie nationale continue à marcher. Et donc, en plus, la Chine n'a pas darté son plan de sortir de la pauvreté de ces dernières portions de sa population. Donc, en l'an 2020, la Chine a déclaré donc l'éradication de la pauvreté en Chine et consolider donc l'économie nationale. Et en 2021, la Chine s'est proclamée donc l'atteinte de l'objectif donc d'une société de moyenne aisance, c'est-à-dire que il y a des standards et des seuils qu'elle s'est fait fixer pour elle-même. Et donc, cela a été considéré comme un coup de pouce important pour la réduction de pauvreté pour le monde entier et également une augmentation du niveau de revenus et niveau de vie de la population en termes de revenus, bien sûr, ce qui permet à la Chine d'être classée au 68e rang mondial pour le BNP par tête. Elle a connu une croissance rapide depuis 10 ans. Et donc, elle a aussi un taux de recrutement d'université à l'enseignement supérieur très élevé, plus de 50% de la jeune génération sont entrés dans l'université, etc. Donc, je pense qu'au niveau de santé publique, à part les mesures sanitaires, il y a aussi un index qui est l'espérance de vie moyenne, qui a augmenté aussi à 78,2 ans, donc en moyenne. Donc, c'est aussi un acquis très important à travers toute la Chine et surtout en traversant cette période pandémique. Donc, dans l'ensemble, la Chine a su stabiliser son économie, éviter une chute trop rapide de croissance grâce à ces politiques de santé publique. Mais après, c'est-à-dire qu'à partir de fin 2021, début 2022, en fait, la Chine a également adopté d'autres mesures en faveur des PME et PMI pour sauver les petites économies qui sont les principaux acteurs sur le marché d'emploi. Parce que effectivement, l'impact de Covid sur l'économie mondiale a fait baisser le taux de croissance de l'économie mondiale. Et donc, là, en tant qu'un grand pays exportateur, l'économie chinoise a été aussi lourdement impactée. Donc, la Chine a donc utilisé les moyens comme la réduction des impôts et les indemnisations pour sauver les emplois et de soutenir les petites, moyennes donc entreprises ou industries. Elle a alloué au total moins 4 000 milliards de yuan pour ces entreprises, ce qui a d'une manière importante soutenu l'économie nationale de rester dans une marge donc contrôlable, je dirais, pour éviter un taux de chômage trop élevé. D'accord. Et madame, depuis l'apparition de l'épidémie de Covid jusqu'à la phase actuelle, comment le virus a-t-il évolué? Alors, donc moi, je ne travaille que sur les chiffres, hein, je ne travaille pas sur la biologie, mais on a pu voir en effet, comme je disais, ce phénomène d'accélération Mhm. de l'apparition de variants. Donc, parce qu'il s'est passé
Donc le Delta, avant Delta, il y a eu Alpha, hein, il y a eu le variant, un autre variant en janvier 2021, puis le Delta au mois de mai, avril-mai, et puis il s'est passé environ 6 mois avant que Omicron n'apparaisse. Et depuis qu'Omicron est apparu, on a eu un nombre de sous-branches d'Omicron très important, avec quand même des changements entre les différents variants de Delta. Il n'y avait pas beaucoup d'écart, il n'y avait pas beaucoup de différence. Par contre, entre les premiers variants Omicron et les plus récents, et ça, on a pu le voir sur les données de la Chine, et la Chine était le seul pays où on pouvait voir ça, puisque ailleurs, il y avait une forte immunité déjà acquise des populations via la contamination. Il y a eu un degré de contagiosité qui s'est multiplié et qui a fait justement qu'on ne pouvait plus tenir le zéro Covid comme avant. Et en même temps, on savait que le virus était moins virulent. Donc apparemment, les dernières branches d'Omicron sont à peu près équivalentes. Enfin, il semblerait que celui de BF7 soit plus virulent que le BA5-2, mais en termes de contamination, c'est très, 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 très élevé. Ça a été multiplié par je ne sais pas combien, mais c'est très fort et on peut le voir. On peut le voir vraiment, il n'y a que sur la Chine qu'on peut le voir, puisque, comme je disais ailleurs, dans le reste du monde, il y a cette immunité acquise. C'est pour ça que je pense que notre analyse et nos jeux de données ont une grande valeur scientifique pour le monde, pour mieux comprendre, puisqu'ils sont structurés intelligemment, et donc pour mieux comprendre comment ce virus se multiplie. Donc, il y a eu une forte évolution des virus, et, et en effet, le prix à payer, moi je disais toujours, les gens disant mais comment tenir, je dis moi je vous donne les faits, voilà. Je vous donne pas je suis pas là pour faire des débats, parce que des débats il y en a plein, mais vous pouvez utiliser mes éléments pour alimenter vos débats. Donc mais bon, il y a des gens qui veulent pas les éléments, ils préfèrent juste débattre sans avoir les éléments factuels. Donc voilà, donc le virus nous a mené à cette situation que nous avons aujourd'hui. D'accord. Et monsieur, la Chine n'a cessé d'ajuster sa politique de prévention et de contrôle de Covid en fonction des évolutions de la situation épidémique. Et depuis novembre, les autorités ont successivement publié les 20 mesures, puis les 10 nouvelles mesures qui ont pour but d'optimiser les politiques de lutte contre l'épidémie. Pourriez-vous nous parler des points clés de ces deux ajustements et sur quels critères sont fondées ces politiques d'ajustement? Oui, comme Madame Capet avait mentionné, on a accéléré le renouvellement des réglementations vis-à-vis de la lutte contre la Covid, parce que on s'est rendu compte que la situation évolue très rapidement. Il y a déjà un variant qui est moins nocif, et en plus de cela, il y a un équilibre économique, socio-économique, et la lutte contre le virus à tenir. Si les moyens qu'on avait inventés il y a 3 ans, c'est-à-dire que le confinement, la mise en quarantaine des gens contaminés, etc., étaient efficaces, alors que cela est de plus en plus intenable vis-à-vis d'une vitesse de propagation trop rapide d'un nouveau variant, et que les mesures sont plus utile ou bien efficace pour tenir le bon déroulement de l'économie. Donc finalement, il faut retrouver l'équilibre entre les mesures de confinement et le développement économique. C'est pour cela qu'en novembre déjà, le gouvernement central a simplifié les mesures de contrôle en exigeant la précision de cas. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un cas décelé, il faut continuer à adopter le confinement, mais uniquement dans le pavillon ou la porte qui concerne le cas confirmé. Et on n'a plus les 3 niveaux de classement de risque, mais 2 niveaux. Et il n'y aura plus de définition de personnes qui sont en contact
étroite avec la personne infectée, etc. Et pour les vols aériens, il n'y a plus de fusion des lignes aériennes à partir de début novembre. Mais ces mesures-là ne sont pas donc suffisantes pour les Chinois qui cherchent à donc sauver en quelque sorte l'économie du pays. Donc, il reste quand même assez restreint. Alors que très rapidement, c'est-à-dire qu'à peine un mois après, il y a les nouvelles règlements de 10 articles là, qui sont sortis et qui a surtout pour vertu d'avoir souligné quelques points très importants. D'abord, de protection des personnes âgées, c'est-à-dire de favoriser donc la vaccination des personnes âgées au maximum. Sachant que 90% de la population ont été vaccinés. Par contre, pour les tranches d'âge les plus élevées, ce taux est seulement de 65% des personnes au-dessus de 60 ans. Donc, c'est-à-dire qu'une partie importante de la population âgée sont exposées au risque, ce qui est contraire à la valeur de familles des Chinois. Donc, le gouvernement a mis donc, la vaccination des personnes âgées comme le centre de leur travail. Deuxièmement, les nouvelles réglementations, les nouvelles règlements avaient exigé également qu'il ne faut pas arrêter de travail ou de production en raison de Covid. Et ils ont supprimé le contrôle des codes donc de passe sanitaire dans les endroits comme le marché, le restaurant, etc. Sauf pour les maisons de retraite, les écoles et les lycées ou dans les hôpitaux. C'est-à-dire que la réduction des mesures de contrôle presque à un maximum d'ici 3 ans. Et on a rajouté également qu'il faut aussi se préoccuper de la santé psychologique des personnes qui sortent de leur confinement, etc. Donc, ce sont les mesures qui ont donc davantage adapté aux besoins actuels et de préparer les gens à sortir progressivement de chez eux et de reprendre leur travail tout en gardant les dernières mesures de contrôle comme pour les lycées, pour les maisons de retraite ou les hôpitaux, et de se tenir prêt à une sorte de fin, de sortie de cette lutte massive ou les campagnes massives au niveau national de lutte contre la pandémie. Alors, Madame, les pays étrangers ont assoupli leur politique de prévention et de contrôle des épidémies bien plus tôt que la Chine. C'est pour quelle raison? Alors, en fait, des pays étrangers ont très peu fait le confinement très strict comme on l'a eu à Wuhan, comme on l'a eu à Shanghai. Et donc, le confinement strict, c'est le seul qui permet vraiment d'éradiquer la propagation. Et donc, il y a eu un confinement très difficile, mais on avait quand même le droit de sortir pour aller faire des courses. Et c'est aussi ce qui a fait qu'on n'a pas pu tenir la zéro Covid récemment, depuis le mois d'octobre, parce qu'il y avait trop de sites et donc on n'a pas pas voulu enfermer les gens comme nous, on avait été enfermés à Shanghai pendant 2 mois et demi pour que tout le pays se mobilise et nous amène à manger jusqu'à chez nous. Et c'est ça qui a fait aussi, ce qui a mené aux ajustements récents. Donc les autres pays ont fait un confinement sévère, mais qui leur a permis de réduire la courbe jusqu'en mai 2020. Et puis ensuite, c'est reparti parce qu'ils ont rouvert trop tôt ou il n'y a pas eu de quarantaine à l'arrivée internationale. Donc ça, c'est revenu par d'autres pays. Et puis après, il y a eu les vaccins qui sont arrivés et qui ont permis de réduire la mortalité, de baisser progressivement la pression hospitalière. Donc il y avait très rapidement une fatalité qu'il n'y avait pas d'autre solution que de vivre avec le virus et de bien insister sur la vaccination pour que les personnes soient protégées et qu'elles n'en meurent pas. Mais elles n'ont pas réussi à protéger les populations contre des contaminations successives et ça a mené quand même à une
au mois de janvier 2022 avec la courbe Omicron. Ça a été très, très violent. Et donc, il y a eu quand même un presque semi-confinement, puisque les pays étaient plus en mesure de fonctionner normalement. Il y avait trop de cas. Et c'est ce qui risque de nous arriver ces prochaines semaines, puisque nous n'avons pas d'immunité infectieuse. Donc, c'est ça qui explique, et c'est vrai qu'il y a eu une forte pression des autres pays qui ne comprenaient pas pourquoi la Chine s'obstinait dans la zéro Covid. Il y a eu une méprise sur la vaccination, parce que, en effet, les vaccins ARN n'étaient pas disponibles en Chine, mais c'est pas pour ça que c'est pas pour ça qu'on avait les confinements. On avait les confinements parce que on voulait protéger les personnes âgées. Et on voulait vivre. La Chine avait les moyens disons avec cette formule magique, d'arriver à complètement supprimer la contamination via ces confinements stricts, euh, pour qu'on puisse vivre sans Covid. Je vois aussi encore un trait de culture chinoise dans le changement de cap du 7 décembre, puisque au 7 décembre, on avait quand même des très fortes disparités au niveau des provinces en nombre de cas. Nous, à Shanghai, on n'était que à 600 cas au maximum par jour, alors qu'on on a été jusqu'à 9000 à Chongqing, à Guangzhou, etc. Et donc, on était plutôt en phase même descendante au 7 décembre. Et là, on pensait qu'il y avait une possibilité d'ouvrir un petit peu sur les provinces qui étaient très touchées, pour les laisser vivre un petit peu, tout en les isolant des autres provinces. Mais avec la suppression des tests au départ et à l'arrivée des villes, ben, c'était peine perdue, quoi. Donc on a un peu aussi le sentiment on nous a jeté dans la gueule du loup, hein. Mais bon, ça c'est aussi, c'est vrai que c'était pas viable d'isoler des provinces par rapport aux autres. On pouvait pas avoir une économie normale avec des provinces de la taille du Guangdong, de Chongqing, complètement isolées. Donc voilà, donc c'est compréhensible, mais bon, voilà, on va le payer dans les prochaines semaines à Shanghai. Pékin, c'est bientôt fini, j'espère. On est à Voilà. mi-chemin. D'accord. Et monsieur, l'assouplissement de la politique épidémique de la Chine s'effectue-t-elle d'une manière identique à celle des pays occidentaux? Je pense que nous tâtonnons le pas pour avancer, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence. Même si Madame Capet avait mentionné que les différentes provinces avaient adopté des politiques plus ou moins strictes, mais finalement, nous allons vers le même sens, c'est-à-dire que nous serons plus ou moins obligés, bon gré mal gré, d'arriver à une sorte d'immunité collective au bout de certains temps. Et je crois que notre mesures sont plus ou moins donc prudentes dans le sens où nous cherchons à ralentir la vitesse de croissance du nombre de patients en même temps, donc pour éviter la pression, trop de pression dans les hôpitaux. Donc à Pékin, depuis 2 semaines, en fait, depuis l'adoption de ces nouvelles règles, en fait, j'ai constaté que le nombre de cas contaminés autour de moi a augmenté, surtout chez mes amis, dans leur famille. Mais heureusement, en fait, ces cas sont pas très graves, c'est-à-dire que c'est aussi la caractéristique de ce variant qui est Omicron, qui ne conduit pas à un taux de cas graves ou de mortalité très élevé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et bien sûr, actuellement, les hôpitaux sont sous pression, mais je pense que nous cherchons toujours à ralentir l'arrivée de pics pour aplatir un petit peu les courbes et d'éviter que nos hôpitaux soient trop pleins en même temps pour assurer plus ou moins le bon déroulement de la vie et de l'économie aussi. D'accord. D'après vous, monsieur, est-ce que les médias et le gouvernement ont-ils fait un travail suffisant et pédagogie de vulgarisation scientifique à propos des 10 nouvelles mesures? Je pense que depuis 2 semaines, oui, effectivement, donc nous recevons beaucoup d'informations des médias,
Et surtout les réseaux sociaux, hein, aujourd'hui. Les gens relayent les messages des médias pour nous dire comment faudrait-il faire. Et surtout, beaucoup de gens qui ont eu le Covid nous expliquent comment ça va évoluer, est-ce que c'est grave ou pas, quels médicaments ils ont pris, etc. Donc, cela rassure beaucoup de gens. Donc pour se préparer psychologiquement et donc matériellement à l'arrivée de Covid, le vice-ministre, Mme Suncholin, avait mentionné également que notre centre de travail actuellement n'est plus de parer la route à la propagation, mais plutôt de renforcer nos capacités de soins dans les hôpitaux. Donc cela montre déjà que nous avons changé de cap et nous allons bien sûr apprendre au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, mais surtout de s'adapter à une vie avec le Covid. Et en fait, l'humanité tout entière a payé un lourd tribut pendant cette épidémie pour bien préparer l'avenir. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements à retirer de cette crise mondiale, Madame? Alors, disons que c'est vrai que quand ça touche la santé des gens, que les gens, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la solidarité intergénérationnelle, de la solidarité entre nous, entre voisins, entre nations aussi, et aussi à laisser une plus grande place à l'analyse des faits et des données scientifiques pour plus que l'émotion qui qui nous a tous submergés. Et c'est pourquoi j'ai porté ce travail qui est devenu un moment totalement esclavagique, hein, puisque on avait énormément d'informations dans les bulletins que je devais saisir manuellement avec mon équipe bénévole. C'était extrêmement éprouvant, mais ça donne une richesse analytique unique. Euh, donc, euh, donc moi, je vois ce travail presque vraiment comme une mission, une mission pour mieux éclairer le monde sur le fait majeur qui a été la pandémie dans un contexte de stratégie zéro Covid. Donc, je suis, je pense que si on se penche sur mon travail, on comprendra mieux, on comprendra mieux les choses, on acceptera mieux les choses telles qu'elles se sont déroulées. Mais ça a été une grande leçon pour tous. Et donc, je souhaiterais pouvoir plus collaborer avec une université, idéalement en Chine, mais pour que mes jeux de données soient analysés, peut-être rétrospectivement maintenant, parce qu'à partir du 7 décembre, ça n'a plus un grand intérêt, mais, on a un jeu de données pour l'histoire, et voilà, moi, c'est ma contribution à, à cette lutte contre la pandémie. D'accord. Et monsieur, quels sont les principaux enseignements à retirer? Donc, je suis tout à fait d'accord avec Madame Capet sur le point de la solidarité. En fait, finalement, au bout de 3 ans, on s'est rendu compte que la pandémie n'est pas une question d'un pays ou d'un gouvernement, mais plutôt une question de l'humanité. Donc, personne n'est à l'abri de ce genre de pandémie, qu'il y en aura d'autres certainement dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire, il y en a eu d'autres, des cas précédentes, et dans l'avenir, il y aura certainement d'autres pandémie qui va ravager le monde entier. Donc, la première leçon qu'on peut dire, c'est la solidarité entre les différents pays. Je crois que si nous savons coopérer plus tôt en amont de cette pandémie, nous pourrons mieux sortir tous ensemble de cette crise sanitaire, alors qu'au lieu de se rejeter des responsabilités et de ne pas partager les secrets de fabrication des vaccins, etc. Donc, on pourrait mieux faire. Et deuxièmement, je pense que la valeur famille, qui a été mentionnée aussi par Madame Capet, c'est important. C'est-à-dire que pendant le moment de crise, on s'est rendu compte combien la famille est importante pour nous, combien ça coûte. Donc, ça peut nous donner un coup de main, mais aussi, ce sont les personnes les plus chères de notre vie, etc. Donc, je pense
que plus on avance dans cette crise pandémique, j'espère que nous pouvons, avec le moindre coût possible, sortir de cette pandémie. Ça va s'achever, j'espère, l'année prochaine. Et dans la prochaine crise, que ce soit naturelle ou humaine, je pense que le plus important, c'est qu'on reste solidaires et unis entre les peuples, entre les nations, pour pouvoir réellement apporter une solution et donc d'avoir un destin partagé en commun de tous les pays de la planète, je pense. C'est ça qui est la leçon à tirer. D'accord, merci monsieur, merci madame pour avoir partagé vos avis, vos expériences concernant la lutte contre le Covid en Chine. Et c'est la fin de cette interview et je vous dis, je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.